Salam à toutes et à tous. On est content de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou. Et comme chaque mercredi, on a le Rav Uziel. On est toujours dans le cadre un petit peu large donc de la Torah écrite de Manitou, tradition et modernité. Aujourd'hui, Rav Uziel, vous voulez nous parler des dérives archaïques de l'être d'Israël. Les Chavod Arav. Eh bien, Erev Tov, effectivement, Manitou va nous entraîner aujourd'hui dans une aventure un petit peu particulière. C'est celle de ce qu'il appelle l'erreur de l'archaïsme. C'est-à-dire que depuis le début, on a parlé de l'identité d'Israël, on a parlé de la modernité face à la tradition, et maintenant il va essayer de nous expliquer, Manitou va essayer de nous expliquer comment fait-on effectivement pour concilier à la fois un esprit de modernité avec le désir de respecter et de garder la tradition. Comment on fait pour lier ensemble tout à la fois un ancrage dans le passé avec un désir de pouvoir ensuite progresser dans le futur. Et pour cela, va nous expliquer maintenant Manitou, on avait vu ça déjà la semaine dernière, il nous avait dit que pour essayer de comprendre ce qu'on peut faire, dans cette relation, ce que l'on peut créer dans cette relation entre la tradition et la modernité, il nous avait parlé de l'exemple de Yehuda, dans lequel il nous avait dit que Yehuda, le fils de Yaakov, avait un problème, il avait des enfants qui se sont mariés avec une jeune femme qui s'appelait Tamar, et on avait vu que les enfants n'ont pas pu donner d'autres enfants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu engendrer. Ça ne pouvait pas continuer, il y avait stérilité, et pour toutes sortes de problèmes, parce que les enfants sont morts, ils ne pouvaient pas. Et en fin de compte, Yehuda lui-même s'est marié avec Tamar, après toutes les aventures que l'on connaît, et effectivement, ça a donné, on peut dire, les ancêtres messianiques de l'histoire d'Israël. Et c'est cet exemple que Manitou va prendre, et à partir de là, il va essayer de nous montrer qu'il y a donc deux mouvements qui se sont produits avec l'histoire de Yehuda. D'une part, on a découvert qu'il y avait une tentative d'engendrement qui a échoué et qui a donné lieu à un échec total, c'est-à-dire les enfants de Yehuda. Par contre, on voit que Yehuda, qui représente pourtant un père par rapport aux enfants, c'est-à-dire, si je veux faire ça d'une manière schématique, un petit peu comme Manitou quelquefois le fait, quand on regarde Yehuda, ses enfants et Tamar, il représente par rapport à Tamar la tradition, le passé. Il est avant Tamar, il est une génération qui est avant Tamar. Mais pourtant, ce qui s'est passé, c'est que quand Tamar s'est mariée avec les enfants de Yehuda, c'est-à-dire ceux qui étaient de la génération actuelle de Tamar elle-même, eh bien, quand elle s'est mariée avec des gens de son époque, ça n'a pas fonctionné. Il a fallu se ressourcer chez le père, c'est-à-dire dans la tradition, pour pouvoir avoir des engendrements de troisième génération. Donc, il y a la génération du grand-père, on va l'appeler ça comme ça, qui s'appelle Yehuda, la génération des enfants de Yehuda et de Tamar, c'est-à-dire, on va parler de ça, pas les grands-pères, mais les parents, puis il y a la génération des enfants futurs, ceux qui vont devenir les parents du Mashiach. Et ce qu'on voit donc, c'est que pour avoir des enfants, Tamar, qui est donc de la deuxième génération, se ressource à la première génération. Et donc, elle se ressource par rapport à ce qu'elle est en arrière, dans le passé, dans la tradition. Et c'est ça qui va permettre d'avoir des enfants dans le futur. On va regarder maintenant le texte de Manitou, puis on va essayer de comprendre pourquoi, effectivement, il y a ce que l'on appelle les dérives de l'archaïsme, qui sont quand on essaye de se marier avec son grand-père ou avec son père, mais que ça ne marche pas du tout à la manière de Tamar, et que ça fonctionne de manière beaucoup plus, j'aurais pu dire ça, mauvaise. Alors voilà ce qui se passe quand ce que dit Manitou. On va commencer par le texte de Manitou. J'espère que vous le voyez maintenant. Et donc, dans ce texte, Manitou va essayer de nous expliciter donc ce qui se passe vraiment et pourquoi, en fait, les choses en arrivent là où elles en sont arrivées. Alors, on va commencer directement. On va lire le texte à peu près en entier. Et après ça, je vais essayer d'expliciter ce que représente donc cet archaïsme tellement dangereux
que Manitou on va le voir, en faire ici, va développer très longuement ce qu'il est et en quoi il est dangereux, et on verra qu'à la fin du texte, il va revenir encore sur cela et encore affirmer le danger de ce qu'il appelle l'archaïsme. Et nous dit maintenant Manitou, c'est là, je lis la ligne 5, là où c'est en bleu, c'est là que le Midrash nous explique la différence entre le ressourcement dans l'archaïque qui est voué à la stérilité et sans issue. C'est-à-dire se ressourcer dans l'archaïque, il ne dit pas de quoi il s'agit encore, on va le lire tout à l'heure. Eh bien, quand on va dans un passé qui ne donne rien, qui est caduc, eh bien, c'est voué à la stérilité. Se reprendre, se ressourcer dans un passé caduc, ça ne donne rien, ça n'apporte rien. Et par contre, dit-il, à l'opposé de l'archaïque, il y a ce qu'il appelle ligne 6 à la fin, le ressourcement dans l'indifférencié antérieur qui, lui, pas obligatoirement, mais peut devenir fécond. Il y a donc deux ressourcements possibles, nous dit Manitou. On peut retourner dans l'archaïque, je dis tout de suite, ce n'est pas défini, on ne sait pas de quoi il parle encore. Il va l'expliquer par la suite. Et soit on va vers l'archaïque et à ce moment-là, c'est la stérilité, soit c'est l'indifférencié antérieur. Et à ce moment-là, il y a possibilité d'engendrement, mais ce n'est pas nécessairement qu'il y aura engendrement. Et il nous explique, en effet, Tamar n'est pas une femme entre tant d'autres du pays de Canaan, elle est selon le Midrash la fille de Shem lui-même. Shem, c'est-à-dire le fondateur de la lignée des Sémites, dont les Hébreux étaient une branche essentielle, mais une des branches, pas toutes. Il y a là une ligne de conduite constante à travers le récit qui apparemment raconte simplement l'histoire des ancêtres, mais en réalité analyse des conditionnements d'identité, de cette identité qui est mise en jeu dans l'histoire d'Israël depuis le commencement. C'est-à-dire, nous dit-il, il ne faut pas prendre cette histoire comme simplement une histoire mythique ou un conte de fées. Ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Il s'agit ici d'une histoire qui vient, comme nous dit-il, analyser les conditionnements d'identité. C'est-à-dire comment la réalité identitaire de chacun des participants, de chacun des personnages de cette histoire, sont en fait les réactions d'une identité, j'aurais pu dire, typologique. C'est-à-dire que chacun des personnages, Yehuda, Tamar, ses enfants, Yaakov, représente une certaine manière d'être homme. Et ce que l'on nous présente, c'est comment réagit une certaine manière d'être homme face à une situation particulière et pourquoi parfois cette manière d'être homme est vouée à l'échec alors que d'autres réussissent mieux. Et il dit en fait ce que l'on attend, c'est une identité qui est mise en jeu dans l'histoire d'Israël depuis le commencement. Et donc quelle est cette identité? Chaque fois qu'il y a traversé le temps, nous dit-il, on risque de ne chercher et de ne rencontrer que l'archaïque qui se fait prendre pour l'ancestral. Alors qu'en réalité, il faut, pour que la fécondité réapparaisse, remonter bien plus loin, plus profondément, dans le plus indifférencié. C'est-à-dire, nous dit Manitou, sans toujours nous expliquer de quoi il s'agit quand il parle de l'archaïque, mais il met, on peut dire, les pièces en place sur l'échiquier. Il nous dit, il faut faire attention. Quand on veut traverser le temps, c'est-à-dire passer du passé au futur, par exemple, voilà, nous sommes maintenant à un certain moment de l'histoire d'Israël. Quand je dis Israël ici, c'est globalement Israël, pas seulement Médinat Israël, l'État d'Israël, mais on est à un certain moment de l'histoire d'Israël. Dans ce moment-là, on sait que d'ici quelques mois, on va devoir faire des élections. Et quand on va faire ces élections, on va donc traverser le temps. C'est-à-dire que maintenant, on est dans une certaine situation, on va devoir un jour voter, là, au mois de novembre bientôt, et donc quand on va aller voter, il va falloir maintenant qu'on choisisse comment, pourquoi, quoi faire exactement. Et de là, de ce vote, va certainement s'enclencher un nouveau processus historique qui peut-être va être stérile, peut-être va engendrer de nouveaux événements positifs qui vont amener vers le Mashiach et vers la rédemption d'Israël. On ne sait pas encore. C'est donc, comme nous dit Manitou maintenant, il y a à traverser le temps. On va traverser. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Eh bien, dit-il, on peut très bien arriver
à chercher et ne rencontrer que l'archaïque qui se fait prendre pour l'ancestral. C'est-à-dire, on essaye se référer au passé, c'est-à-dire qu'on essaye de revenir, de reprendre, de comprendre ce qu'il s'est déjà passé, en tirer les leçons, et à partir de ces leçons-là, en tirer les conséquences pour réagir dans la situation moderne dans laquelle nous sommes. On va donc rechercher dans la tradition, c'est-à-dire dans ce qui est déjà passé, quels étaient les tenants et les aboutissants des réactions de nos ancêtres, comment ont-ils réagi dans une telle situation, puisque Yaakov, Yehuda, Tamar, tout ça, ce sont en fait des manières d'être que nous pouvons nous aussi emprunter. Ce ne sont pas simplement des personnages dont on nous raconte l'histoire, mais ce sont des espèces d'exemples, d'archétypes, à partir duquel on peut apprendre, nous, à réagir. Et donc, on va chercher là-bas, mais nous dit Manitou, on risque de ne rencontrer que l'archaïque, c'est-à-dire quelque chose qui était dans le passé, mais qui n'est plus valable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser. C'était une réaction qui peut-être à un certain moment avait sa valeur, mais dans le cadre actuel dans lequel nous sommes, ce n'est pas cela qu'il faut faire. Alors, dit-il, en réalité, il faut pour que la fécondité réapparaisse, c'est-à-dire que les événements qui vont suivre nos actes, qui vont suivre notre liberté, notre libre arbitre, qui vont suivre nos décisions, il faut en fait les faire remonter bien plus loin, plus profondément, dans le plus indifférencié. Là aussi, pas d'explication. Qu'est-ce que c'est que l'indifférencié? Alors, je voudrais tout de suite mettre en garde d'un problème que peut-être vous avez déjà rencontré. Vous savez que très souvent, on a eu pas dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire de la pensée d'Israël, de la pensée juive ou de la pensée hébraïque, on a très souvent l'habitude de, de rechercher quelles sont les sources profondes, intimes, d'un auteur. Et ce qui se passe, notamment chez tous les auteurs qui ont en général étudié la Kabbale et qui sont des kabbalistes, je pense par exemple au Rav Kook, je pense à Manitou, je pense au Rav Tzvi Yehuda, le fils de Rav Kook, et encore d'autres penseurs modernes, on a tendance à essayer de rechercher quelles étaient les origines kabbalistiques de leur pensée. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose apparaître, un texte, par exemple de Manitou, on a tendance à dire « Ah, mais là je vois à quoi il fait allusion. Il fait allusion à tel ou tel concept de la Kabbale. » Et quand il parle de l'indifférencié antérieur, évidemment, pour tous ceux qui connaissent la Kabbale et qui ont entendu parler des sphirotes, des partsoufim, qui sont toutes sortes de concepts kabbalistiques, et qui ont entendu parler, parmi les sphirotes, de la sphira de Keter et la sphira de Malchut, on a tendance à dire « Ah, ça me rappelle quelque chose, ça. » L'indifférencié antérieur, c'est sûrement une allusion à la sphira de Keter, dont on parle très souvent dans la Kabbale. Or, ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Ça ne sert à rien, nous dirait Manitou, de dire que, ah, c'est ça dont on parle ici. On parle de la sphira, on parle de tel et tel concept kabbalistique. Parce que justement, ce que Manitou fait dans ce texte, c'est il tente de traduire en termes compréhensibles, rationnels, en termes qui parlent à l'esprit de l'homme, qui parlent à notre esprit. Il essaye de traduire justement ces concepts kabbalistiques, qui sont des concepts, j'aurais pu dire, généraux, métaphysiques, en termes, j'aurais pu dire, du quotidien du vécu. Et donc, il utilise l'antérieur indifférencié, justement pour ne pas dire Keter, pour ne pas parler de la sphira de Keter. De la même manière que le Rav Kook peut utiliser des termes poétiques parce qu'il ne veut pas utiliser le terme kabbalistique, parce qu'il veut que l'on comprenne le sens de ce terme kabbalistique et qu'on ne se réfère pas seulement aux mots, aux termes qu'utilise la Kabbale. Et donc c'est pour ça que je ne me permettrai pas ici de dire il fait allusion à telle sphira de Keter, dans tel monde, dans tel partout, ce n'est pas notre problème. On peut très bien dire que quand il a parlé par exemple de la Shoah, ça fait allusion à un concept kabbalistique qui s'appelle le sommeil, dormita. C'est important pour ceux qui connaissent la Kabbale, mais ce n'est pas ça ce que Manitou veut faire. Manitou veut nous expliquer ça en des termes qui puissent nous changer,
nous transformer parce que nous les comprenons. Et pas simplement nous affirmer, on peut dire, la réalité d'un terme kabbalistique qui a sûrement une valeur en tant que terme. Ce n'est pas moi qui ne suis pas kabbaliste qui peut le dire, mais qui pour nous, en tant que lecteurs de Manitou, ne représente pas quelque chose de particulier. Donc il part de l'antérieur indifférencié, et je vais essayer d'expliquer tout à l'heure ce que c'est que l'antérieur indifférencié, indépendamment ou parallèlement ou autrement que ce que veut dire la sphira de Keter. Donc il nous parle ici d'indifférencié. On va continuer à lire le texte parce que la définition de l'archaïsme va arriver maintenant. La génération actuelle de la société juive, nous dit-il, rencontre ces mêmes problèmes avec des nuances qui lui sont propres. Ce que nous dit Manitou, c'est très simple. Ce qui se passe à l'époque de Yehuda et de Tamar, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec nous. C'est-à-dire qu'on peut apprendre de la manière d'être homme de Yehuda, de celle de Tamar, on peut apprendre comment nous réagir dans les situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. On peut affirmer qu'un très grand nombre de Juifs sont aujourd'hui confrontés à ce problème du ressourcement. Pourquoi? Car ils ont été déçus par la modernité et ils cherchent à retrouver leur tradition. On cherche à revenir en arrière. On cherche à retrouver nos sources. Je suppose que je me permettrai d'en parler un petit peu après, mais par exemple, le retour de l'antisémitisme, du fascisme, j'aurais pas dit du nazisme, mais quelque chose qui y ressemble. Aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, et pas en France seulement, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, tout ça, c'est pas quelque chose qui est déconnecté de ce que dit ici Manitou, que les Juifs de l'époque, en 1986, étaient déçus par la modernité et ils cherchent à retrouver leur tradition. Eh bien, c'est la même chose qui se passe avec les Français, les Suédois, les Anglais ou les Allemands. C'est-à-dire qu'on est à une époque dans laquelle on est déçu par la modernité. On avait parlé du postmodernisme. Eh bien voilà, on y revient. Manitou nous dit faites attention. Et quand un Juif, parce que nous, ça ne nous intéresse pas trop de savoir comment les Allemands ou les Français vont réagir, ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment nous devons réagir. Eh bien, il nous dit, quand on est déçu par la modernité, il risque fort de se lancer sur de fausses pistes et de tomber dans l'archaïque. Voilà. Ah, maintenant on va y arriver. Alors, qu'est-ce que c'est que l'archaïque? Qu'est-ce que c'est que l'archaïsme? Et pourquoi, a priori, quelque chose qui semblerait positif, c'est-à-dire être déçu par la modernité, parce que la modernité nous déçoit, c'est un fait. Elle nous déçoit un peu, ou beaucoup, ça dépend pour chacun d'entre nous. Et donc, elle nous déçoit, et donc c'est normal que nous cherchions dans les traditions quelque chose qui puisse répondre à notre besoin, à notre désir de trouver des réponses que la modernité ne nous a pas apportées. Mais si c'est positif, comment se fait-il qu'on puisse tomber dans l'erreur, ce qu'il appelle ici, de tomber dans l'archaïque? Comment est-il possible que ce soit comme ça? On le verra tout à l'heure. Eh bien, si les gens aujourd'hui, des hommes, beaucoup, arrivent aujourd'hui à retomber dans le racisme et l'antisémitisme, c'est peut-être parce que, comme on va le voir, ils sont un peu trop attachés à l'idée d'identité. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'archaïque? Sauf on y arrive, donc chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire l'archaïque? Eh bien voilà, la définition en rouge. L'archaïque est ce qui a été vivant et qui est devenu caduc. C'est-à-dire, il faut bien faire attention. On ne parle pas ici de quelqu'un qui se branche sur la tradition, sur le passé, mais qui se branche sur le passé qui a toujours été mort. Il se branche sur un passé qui a eu un vivant, qui a été vivant, c'est-à-dire qui a apporté des réponses. On va chercher dans le passé des concepts, des notions, des comportements, des identités, des comportements identitaires. Tout ça, on va le rechercher dans des identités, dans des présences qui ont été vivantes, c'est-à-dire qui, à une certaine époque, ont apporté des réponses qui étaient positives et qui ont engendré par la suite de nouvelles possibilités qui, elles, étaient positives et qui, elles, ont fait avancer
et progresser l'histoire humaine. C'est-à-dire qu'aller dans l'archaïque, ce n'est pas du tout, nous dit Manitou, aller prendre quelque chose de mort et d'essayer de le rendre vivant. C'est quelque chose de plus grave. C'est aller chercher du vivant qui est mort pour le ressusciter. Je veux réadapter dans le présent quelque chose qui un jour m'a donné des réponses. Je vais donner juste un tout petit exemple pour comprendre. À un certain moment, par exemple, pour pouvoir, dans l'enseignement, faire passer un cours à des élèves, alors c'était bien de raconter des blagues, on va admettre. Hein, c'était comme ça. On racontait une blague ou deux, ça faisait bien, ça, les élèves étaient accrochés comme ça par des blagues. Mais à un certain moment, ça, c'est ce qu'on appelle quelque chose de vivant. C'est une position vivante. Mais c'est devenu caduque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu le fais, eh bien, ça provoque la pagaille dans la classe et il te faut plus de temps pour calmer la classe après tes blagues que le temps qu'il t'aurait fallu pour essayer de les calmer quand ils sont maintenant un petit peu dissipés. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était valable, mais qui n'est plus utilisable aujourd'hui. Tenter de l'utiliser aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est de ça dont nous parle maintenant Manitou. On essaye de revenir en arrière, et je vais donner des exemples tout à l'heure, on essaye de revenir en arrière pour essayer de réadapter quelque chose qui a été vivant, mais qui est devenu caduque, c'est-à-dire qui est rentré dans une espèce de contradiction interne avec ce qui se passe aujourd'hui dans le présent. C'est un passé qui a eu un présent sublime, mais qui aujourd'hui n'a plus de possibilité d'être remis au présent. Passé qui a été vivant et qui est devenu caduque, ligne 26. Au temps où ça a été vivant, nous dit Manitou, c'était l'extrême pointe de la modernité d'une tradition. À l'époque, raconter une blague, c'était vraiment la méthode la plus moderne pour arriver à calmer les élèves dans la classe. C'est-à-dire que véritablement, c'était quelque chose qui avait une valeur profonde et intime. Mais, le temps ayant avancé, ce qui avait été vraiment vivant est devenu ce qu'on appelle en hébreu une klippa, c'est-à-dire une écorce, dont on ne peut jamais savoir à l'avance si elle enferme un germe de vie ou un poison de mort. L'écorce d'un fruit, d'une noix, ou la klippa, c'est-à-dire la peau d'une pomme, par exemple, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Ça protège ce qui est à l'intérieur. Sinon, on ne pourrait pas manger la pomme en tant que telle. Il faut bien qu'elle ait une épluchure, pour qu'elle ait une peau. Elle ait une peau autour. Mais cette épluchure, au fond, qui va devenir une épluchure, elle est une klippa, elle est une écorce. C'est-à-dire que, pardon, je m'excuse. C'est-à-dire que la possibilité pour aujourd'hui essayer de l'utiliser, c'est-à-dire de considérer qu'elle ne devienne pas une écorce, mais qu'elle soit encore vivante. Or, nous dit Manitou, c'est quelque chose qui peut être un poison, parce que si tu l'utilises, ça amène à la catastrophe. C'est ce qu'il appelle un déchet de l'histoire antérieure, ligne 3. Lorsqu'il n'est plus que déchet, eh bien, il risque en effet de devenir un poison mortel. Se ressourcer dans l'archaïsme, dit Manitou, c'est au fond tenter de réanimer des cadavres. La vie passe ailleurs. Ce qui est intéressant, si vous avez l'occasion d'acheter le livre de Manitou, La parole et l'écrit, numéro 1 et numéro 2, donc j'ai dit qui a été rédigé par Marcel Goldman, vous verrez que dans l'introduction de Marcel Goldman aux deux livres en fait, aux deux volumes de la parole et de l'écrit, Marcel Goldman cite justement le passage que nous venons de lire maintenant, parce qu'il voit dans ce passage quelque chose d'extrêmement important dans l'enseignement de Manitou, globalement et généralement. Donc en fait, qu'est-ce que nous dit Manitou? Manitou nous dit il faut faire attention à ce que l'on appelle la dérive de l'archaïsme. On est déçu par une certaine forme de modernité. On va donner un autre nom à tout cela. Nous sommes des parents. Il y a des grands-parents, il y a des enfants.
Nous voulons faire passer ce que les grands-parents nous ont donné dans un langage qui soit celui de nos enfants. Nous avons compris nos parents, mais nous voulons que ce que nos grands-parents, que les grands-parents aient à transmettre à nos enfants puisse passer dans le langage digne de ce que sont nos enfants aujourd'hui. Tenter de se ressourcer dans le passé de manière archaïque, c'est vouloir prendre ce qu'il y avait dans le passé des grands-parents et le plaquer directement tel quel sur le comportement, sur la vie, sur la situation des enfants. Or, nous dit Manitou, il n'y a pas plus grande erreur que ça, parce que ça peut être véritablement un poison. Le poison, on le revoit quand? On le voit quand les enfants rejettent ce qu'ils entendent de leurs parents parce que ça leur semble précisément archaïque. C'est-à-dire, ils ont l'impression, et c'est ce que Manitou vous avait expliqué tout à l'heure dans le début du texte, quand les enfants réagissent par rapport à ce qu'on leur apprend, par un rejet de ce qui leur semble véritablement archaïque. Et donc, nous dit Manitou, il faut faire extrêmement attention. On ne peut pas simplement essayer de plaquer, comme je le disais tout à l'heure, cette espèce de cadavre, comme il l'appelle, directement sur le présent. Il faut apprendre à réaliser ce qui se passe et à l'analyser, j'aurais pu dire, de telle manière qu'effectivement, il soit quelque chose qui puisse apporter du vivant et pas véritablement du poison. Alors maintenant, je vais essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que l'archaïsme, pour que l'on comprenne ce que veut dire ici Manitou. Tout d'abord, j'aimerais dire quelque chose qui n'a pas de rapport direct avec ce qu'a dit Manitou ici, mais qui a un rapport direct avec Manitou en tant que tel. Quand on lit ce texte et que l'on voit apparaître dans un texte dont le titre est « Tradition et modernité », les mots archaïques, le mot archaïque ou archaïsme, alors on a l'impression que c'est un mot qu'a inventé Manitou. Il parle de l'archaïsme parce qu'il veut nous dire « faites attention, il ne faut pas essayer de se ressourcer sur un passé n'importe comment, il faut savoir réagir d'une manière qui est une manière correcte ». En fait, la notion d'archaïsme ou d'archaïque est toujours mise parmi les anthropologues, parmi les sociologues, parmi les philosophes, toujours en parallèle avec la modernité. On dira toujours, vous verrez toujours des textes, des études, des livres qui sont consacrés à archaïsme et modernité. Donc, ce n'est pas du tout un hasard si Manitou parle brusquement maintenant d'archaïsme. C'est parce qu'il est tout à fait au courant de ce qui se passe à son époque et il est tout à fait au courant que si tu parles de modernité, de tradition, tu dois nécessairement faire allusion, et beaucoup plus qu'allusion ici, tu dois parler de ce qu'on appelle l'archaïsme. Alors, tout d'abord, chez Manitou, ça ne fait aucun doute. L'archaïsme a une connotation négative. J'aimerais dire tout de suite, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Mais pour Manitou, il faut l'admettre, c'est comme ça qu'il le comprend, l'archaïsme de Manitou a une connotation négative. C'est-à-dire, ça vient stigmatiser quelque chose qui appartient à un temps révolu, qui est caduque et inadapté à la réalité présente. C'est clair, net et précis. C'est ce que Manitou veut dire. Donc je reviens, il stigmatise quelque chose qui appartient à un temps révolu, il parle de caducité et il parle évidemment d'inadaptation à la réalité présente. C'est donc bien quelque chose qui, pour Manitou, est négatif. Mais négatif par rapport à quoi? Eh bien là, il faut faire très attention. Manitou ici insiste sur le fait que cette caducité, cet archaïsme, trahit en fait une résistance à quoi? Au processus d'évolution et au progrès. L'histoire messianique d'Israël doit avancer. Pour Manitou, les engendrements, c'est-à-dire le fait que l'identité dont on a parlé longuement précédemment, l'identité Israël doit évoluer, doit progresser, est quelque chose de fondamental. C'est ça la Meshiriout, c'est ça le messianisme.
On ne peut pas ne pas progresser. Tomber dans l'archaïsme, ça veut dire peut-être retourner à un passé qui a été un jour un passé flamboyant, mais ça veut dire empêcher, à cause de ce passé, la progression positive de l'évolution messianique de l'histoire d'Israël. C'est-à-dire qu'on peut se rattacher à quelque chose qui un jour a été positif, c'est-à-dire qu'il a permis à l'histoire d'Israël d'avancer vers le Mashiach, mais maintenant, si tu essayes de te le réactiver, de te le représenter, le remettre au présent, en fait, tu vas bloquer l'histoire. C'est ce que Manitou appelait la stérilité. C'est-à-dire que, en fait, Tamar ne peut pas avoir d'enfant quand il y a un ressourcement qui n'est pas un ressourcement tel qu'il doit être le sien. Et donc, ce que nous dit maintenant Manitou, c'est qu'il va falloir bien être, on va dire comme ça, bien être conscient que la notion d'archaïsme nous amène définitivement vers un passé révolu et que le contemporain, j'aurais pu dire la contemporanéité, terme que Manitou a utilisé aussi, on l'a vu, il parle de la contemporanéité, eh bien il en parle justement par opposition à l'archaïsme. Quand il a dit la contemporanéité d'Israël, il voulait dire par opposition à l'archaïsme, c'est une pensée qui se situe dans la proximité du futur, à savoir être dans le présent pour Manitou, c'est être dans le présent qui pense le futur. L'archaïsme, c'est être dans le présent qui se fonde et s'enracine dans le passé et donc qui devient stérile par rapport au futur et qui donc n'apporte pas de réponse, qui n'apporte pas d'engendrement qui vont faire déboucher sur le futur. Il existe en fait une autre forme d'archaïsme, et ce n'est pas vraiment de l'archaïsme, c'est ce que Manitou appelle, ce qu'il appelle les engendrements qui proviennent de l'indifférencié antérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que l'indifférencié antérieur? L'indifférencié antérieur, c'est quelque chose qui échappe à la chronologie. L'indifférencié antérieur, cet indifférencié antérieur, il était en fait à toutes les époques, parce que justement, il était indifférencié. Ce qui fait la différence entre les différentes époques, c'est que justement, elles ont des passés qui sont devenus archaïques. Il y a eu l'archaïsme, on va dire comme ça, du XVIIIe siècle, l'archaïsme du XIXe siècle, pour nous aujourd'hui qui sommes au XXIe, etc. C'est-à-dire que pour nous qui sommes dans la contemporanéité du XXIe siècle, ce qui s'est passé au XXe, au XIXe, au XVIIIe, ce sont maintenant des archaïsmes, si on essaye de les réactiver et les revivifier dans le présent. Mais il existe quelque chose qui est archaïque, non, mais qui est antérieur et qui lui est indifférencié, parce qu'il était indifférencié et qu'il était présent, aussi bien dans le 18e, le 19e que le 20e. Il y était, mais il avait pris la forme archaïque du 18e et la forme archaïque du 19e et celle du 20e. Mais il était indifférencié. Il est apparu de manière différenciée, mais lui, il est antérieur. Et il parle d'ici, évidemment, de l'identité Israël, qui est une identité qui est devenue l'identité juive, puis qui est devenue l'identité hébraïque, puis l'identité juive, puis l'identité israélienne, et qui va redevenir l'identité hébraïque. Tout cela, c'est cette identité qui, elle, était présente au départ, et qui est donc ce qu'il appelle l'antérieur indifférencié. Et donc il dit, quand on veut ressourcer l'identité, il ne faut pas aller dans l'identité précédente, il faut retourner à l'indifférencié antérieur, ce qui n'avait pas la forme juive ni la forme hébraïque, ce qui est véritablement le principe vital de l'identité hébraïque, le principe vital de l'identité juive ou celle de l'identité israélienne, à savoir Israël en tant qu'identité première et primordiale. Et donc il nous dit, elle va se manifester, cette identité Israël, à tout moment, comme une dimension toujours active, et elle va donc être une dimension toujours active, aussi bien au présent qu'au passé ou qu'au futur. Et c'est à elle que nous devons nous véritablement nous attacher.
Donc, quand on regarde cette idée de l'archaïsme, eh bien, Manitou, en fait, essaye de nous permettre d'essayer maintenant de comprendre ce que nous devons faire. Le problème est le suivant maintenant, c'est que, OK, on comprend, on va donc retourner vers le passé. Le problème de l'archaïsme, c'est quoi? Et pourquoi on tombe dans l'archaïsme? En fait, on va tomber dans l'archaïsme parce qu'on n'a pas tout à fait compris véritablement que ce qui s'est déjà passé est devenu maintenant un petit peu comme un rêve, comme un fantasme, comme un symbole. Je vais donner un petit exemple concret. Supposons que nous sommes en France et que les Français, pour essayer de résoudre leurs problèmes de la société moderne du XXIe siècle, rêvent de l'époque, je ne sais pas moi, d'après-guerre des années 60-70, ou bien qu'ils rêvent des 30 glorieuses. C'est-à-dire, on essaye maintenant de réaffirmer, de remettre au présent cette période qui allait des années 50 aux années 70. Parce que c'est des périodes dans lesquelles tout semblait marcher et tout semblait véritablement fonctionner. Eh bien, ce qui se passe maintenant, c'est que pour essayer de comprendre la relation qui peut exister entre l'histoire primitive et la modernité, eh bien, on a en fait perdu le contact avec tous les éléments sociaux et historiques ou économiques ou religieux ou spirituels de l'époque. C'est-à-dire que on prend ce qui s'est passé par le passé, on prend une certaine période, elle est devenue archaïque. Pourquoi? Parce qu'on l'a transformée en une espèce de symbolique mythique. On en a fait un mythe, on en a créé, on peut dire d'une certaine forme, un fantasme. On fantasme sur un passé qu'on a idyllisé, on l'a rendu idyllique. Il est devenu quelque chose de formidable, quelque chose d'exceptionnel, et on est persuadé que grâce à lui, on va pouvoir progresser. Alors en fait, le risque, c'est donc de tomber dans cet archaïsme et dans le passé, parce qu'à ce moment-là, les événements, les notions, les identités du passé ne font plus l'objet d'une analyse. Et ce que l'on perd, c'est qu'on perd tout l'enracinement social, historique et idéologique derrière une certaine apparence qui relève beaucoup plus du rêve, du fantasme et du mythe que de la réalité. On reprend quelque chose du passé et on est persuadé que grâce à cela, on va résoudre le problème. Mais en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on n'analyse pas ce qui s'est passé dans le passé. Mais ce que l'on fait, c'est que tout simplement, on le rend mythologique et on applique au présent cette mythologie. Derech Agav, il faut faire très attention parce que précisément, ce qui nous a déçus dans la modernité, c'est que la modernité, en tant qu'époque, elle est toujours en rupture par rapport au passé. C'est-à-dire que la modernité semble toujours être rupture avec le passé, rupture avec les traditions. C'est-à-dire que la société traditionnelle nous semble toujours être meilleure que la société d'aujourd'hui. À l'époque, dans le passé, on a toujours ce rêve, ah oui, à notre époque, c'était pas comme ça. Les enfants n'étaient pas comme ça, les gens n'étaient pas comme ça, etc., etc. On a l'impression que tout, par le passé, quand on est un petit peu comme ça archaïque, on a l'impression que tout par le passé a une réalité qui est plus souriante que celle que nous avons maintenant. Et donc, à cause de cela, on a tendance à essayer de réanimer des cadavres. Et c'est ce que veut ici Manitou absolument éviter. Et donc, par exemple, si vous, comme je le disais tout à l'heure, si vous regardez l'histoire, pas l'histoire parce que c'est difficile de parler de l'histoire au présent, mais si vous essayez de regarder un petit peu les événements que l'on voit, les retours, on peut dire sur les retours en arrière, par exemple, les retours en arrière dans la société américaine aujourd'hui, avec Trump, les retours en arrière dans toutes les sociétés en Angleterre ou en Allemagne, on voit réapparaître
brusquement aussi bien le spectre de l'antisémitisme que cette espèce d'engouement pour un passé qui aurait été meilleur. Alors, par exemple, au moment du Covid, on a vu brusquement apparaître toute une forme de culture qui remettait en cause la médecine moderne. Ben, on est déçu. On retrouve brusquement maintenant des épidémies. On était sûr que les épidémies avaient disparu. Cette déception de la modernité, on est déçu par la médecine, on est déçu par les médecins, on est déçu par les traitements. Ça ne marche pas. On n'a pas trouvé de vaccin. Ah, mais c'est parce que les vaccins, ça ne fonctionne pas. Alors donc, on essaye de retrouver, il suffit de manger, je ne sais pas quoi, moi, du poivre avec un peu de sel, et ça résout tous les problèmes. C'est-à-dire qu'on a une espèce de mythologie qui se crée autour du passé, et on essaye donc de tomber dans l'archaïsme parce qu'on est justement déçu par la modernité. Or, nous dit Manitou, il faut faire extrêmement attention, et vous verrez, quand il va terminer ce texte, c'est ça, là on peut dire comme ça, la dernière phrase que Manitou va affirmer, il va dire il faut faire très attention à l'archaïsme. Parce que se ressourcer, parce qu'on est à une époque dans laquelle il faut effectivement adopter une identité qui soit adaptée, eh bien, en fait, nous dit-il, il ne faut pas tomber dans l'archaïsme, parce que l'archaïsme, ce n'est pas retomber dans le passé, c'est revenir à un passé qui est définitivement dépassé. Un passé qui n'est plus possible de reprendre tel qu'il est, mais dont il faut tirer la positivité en se rétablissant sur l'antérieur indifférencié. C'est-à-dire, pour donner un exemple, si maintenant je regarde l'identité juive, c'est-à-dire l'identité hébraïque, telle qu'elle est apparue à l'époque de la galoute dans le monde de l'Occident, eh bien, cette identité juive, elle a des choses à offrir à l'identité Israël, puisqu'elle a été une émanation de cette identité Israël. Mais quand maintenant, dit Manitou, nous revenons sur notre terre, et que maintenant il y a l'adoption d'une identité qui s'appelle l'identité Israël, elle va tirer de l'identité juive ce qu'elle a apporté à l'identité Israël. Je ne reprends pas l'identité juive archaïque, je vais reprendre ce que l'identité juive a exprimé précisément de cette identité qui est l'identité Israël. Comment Israël s'exprime-t-il d'un point de vue Israël? Eh bien, on l'apprend par ce que l'identité Israël a créé à l'intérieur de l'identité juive. Et il va nous expliquer par la suite que c'est effectivement, comme quelqu'un le fait remarquer dans le chat, que c'est effectivement en rapport et en relation avec le klal Israël, la collectivité. Il va falloir sortir de l'individualisme pour se rapprocher de la collectivité. Donc, on va revenir sur le texte maintenant de Manitou. Et maintenant, on va juste relire un petit peu la fin. Donc, je reviens ici. Nous dit-il ici, l'archaïque est ce qui a été vivant à l'époque, mais qui est devenu caduc. Au temps où ça a été vivant, c'était l'extrême point de la modernité d'une tradition. Par exemple, l'identité juive, c'était la meilleure façon d'être Israël quand on est dans l'Occident, quand on est en terre d'Occident, quand on est entouré des chrétiens ou des musulmans. C'était la seule façon d'être hébreu. Il fallait être juif. Mais ce n'est pas en se ressourçant tel quel aujourd'hui qu'on va pouvoir apporter une réponse. On ne peut pas rester seulement sur la façon dont nous étions, dont l'identité hébraïque était juive, aujourd'hui où on est déjà maintenant dans la situation différente du retour d'Israël sur sa terre. Mais le temps ayant avancé, ce qui a été vraiment vivant est devenu ce que l'on appelle en hébreu une klipa. Quand ici Manitou parle de klipa, ce qu'il veut dire ici, klipa, c'est-à-dire une écorce. Qu'est-ce que c'est qu'une écorce? C'est ce qui protège. À l'époque, il fallait être juif pour protéger l'hébreu. Mais aujourd'hui, si tu restes au niveau on peut dire ça, de la klipa, de la protection de l'hébraïsme par le judaïsme, alors tu vas perdre ce qu'est vraiment l'hébraïsme. Il faut savoir éplucher, enlever ce qui n'était que protection de l'hébraïsme pour laisser maintenant l'hébraïsme
du judaïsme s'exprimer dans l'époque plus moderne, plus avancée, qui est celle du retour d'Israël sur sa terre. On ne regarde pas, j'avais une fois entendu ça du Rav de Yerushalayim, qui avait dit une fois, on ne peut pas regarder l'état d'Israël d'un point de vue de la halacha comme on regarde un poulet. On ne peut pas dire comme d'un poulet, il est taref ou il est kasher. De la même manière, on ne peut pas dire de la même manière que l'état d'Israël est kasher ou taref. La manière de prendre la halacha, c'est une manière qui maintenant doit tenir compte que l'on ne parle plus d'un individu, mais que l'on parle d'une collectivité. Et kasher ou taref, c'est une autre manière de voir les choses, et qui considère seulement quelque chose d'individuel. Peut manger, pas manger. Donc, nous dit-il, c'est une écorce. Elle peut protéger, mais maintenant, il faut savoir, elle renferme un germe de vie ou un poison de mort. Tout va dépendre maintenant quelle va être, dans quelle façon on va l'utiliser et de quelle façon il va fonctionner. Le déchet de l'histoire antérieure, lorsqu'il n'est plus que déchet, risque en effet de devenir un poison mortel. Je pourrais dire de cette manière-là, je pense que Manitou serait d'accord avec moi. Il me semble qu'il le dit peut-être quelque part, mais je ne peux pas être sûr. Il me semble en tout cas, c'est que par exemple, le christianisme, c'est un déchet aujourd'hui. C'est-à-dire, rester chrétien, quand maintenant Israël est revenu sur sa terre, c'est une telle absurdité, comme ce dont on avait parlé à l'époque, qu'on ne peut pas rester chrétien. Et c'est pour ça que Manitou dit, il va falloir que les chrétiens choisissent revenir à Israël ou quitter complètement, devenir athée. Mais tu ne peux pas rester au milieu. C'est-à-dire, c'est maintenant une clipa. Tu peux choisir. On avait besoin, dans le monde occidental, on avait besoin du christianisme parce qu'il fallait protéger la foi en Dieu, la foi en un Dieu unique, la foi dans la révélation du Sinaï, dans un monde occidental qui, a priori, avait perdu tous ses repères et, grâce au christianisme, a réussi à se ressaisir autour de la révélation divine d'Israël. Mais maintenant qu'Israël revient sur sa terre, le fait que le christianisme se soit présenté comme le représentant de Dieu à la place d'Israël est quelque chose qui n'est plus acceptable. C'est donc un poison de mort, c'est un déchet. Il va falloir maintenant que le christianisme apprenne à chercher dans ce qui faisait son identité on va dire comme ça, l'antérieur indifférencié, pour revenir en arrière. C'est ce qu'il dit, ressourcer dans l'archaïsme, c'est réanimer des cadavres parce que la vie passe ailleurs. La vie passe ailleurs. C'est fini. C'est une méthode qu'on avait utilisée, mais maintenant, il va falloir commencer à revivifier tout cela. Et donc, dit-il, pour terminer, le récit du miraillage de Yehuda, tel que le rapporte le Midrash, donne l'indication de la recherche du plus indifférencié. Ce n'est qu'alors qu'il peut y avoir une chance d'unanimité. Une tradition est d'abord la tradition d'une collectivité, réponse au monsieur qui a écrit la remarque, et par conséquent, elle doit rechercher l'anonymat de la nation et non plus l'identification trop particulière à la tribu, à la famille dans la tribu ou à la limite à l'individu. C'est-à-dire que nous sommes maintenant dans une période dans laquelle on ne peut plus se considérer comme des individus uniquement. Quand on était en galoute, quand on était des juifs, dans le monde occidental, alors nous étions effectivement des individus. Peut-être on pouvait former une communauté, mais une communauté d'individus. Maintenant, nous dit Manitou, le retour sur la terre d'Israël fait qu'il y a autre chose maintenant. La dimension Israël n'est plus une dimension individuelle. Personne d'entre nous ne peut s'affirmer Israël s'il ne prend pas en compte qu'il fait partie d'une collectivité dont tous les individus sont aussi Israël. Dans le temps où nous vivons, dit Manitou, il y a de très belles fleurs, mais le temps va durer et seules les fleurs qui ont porté des fruits donneront alentour des arbres qui auront des fleurs et des fruits. Effectivement, nous dit-il, c'est comme ça, les engendrements ne passent pas par n'importe qui. Il va falloir, je ne veux pas dire s'adapter, mais il va falloir se rechercher. Il va falloir approfondir qui nous sommes, approfondir quelle est notre identité. Et c'est seulement quand on aura véritablement approfondi qu'on aura la possibilité véritablement de pouvoir avancer. La génération juive contemporaine
Et me semble-t-il, dit Manitou, devant le grave péril de rechercher son ressourcement dans la caducité de l'histoire, alors qu'elle doit le chercher dans l'indifférencié de l'histoire hébraïque. Et donc, pour en finir là avec ce que dit ici Manitou, il parle ici l'indifférencié de l'histoire hébraïque. C'est dans l'histoire hébraïque qu'il faut chercher, pas dans l'histoire juive. Il faut chercher ce qu'il y avait avant l'identité juive. Tradition et modernité, c'est ça. C'est-à-dire savoir rechercher l'indifférencié, ce qui ne dépendait pas de l'époque, ce qui n'était pas simplement quelque chose en rapport avec une temporalité passagère, avec un moment particulier de l'histoire, mais ce qui était véritablement fondamental et qui passait à travers toutes les époques et tous les événements. C'est cela qui fait la relation entre la tradition et la modernité. Alors, doit-on être moderne? Très certainement, parce que modernité ici, ce n'est pas l'adoption d'une certaine modernité dont on parle aujourd'hui. Il ne s'agit pas de la modernité en tant que modernité. On voit bien que Manitou, à la question de tradition et modernité, élargit le débat pour parler pas de la modernité, mais de l'engendrement, c'est-à-dire le passage à une autre identité. Dans le cadre du centenaire de Manitou, j'avais parlé de l'époque de l'identité juive et j'avais montré la différence dans l'intervention que j'avais faite, la différence entre Manitou et André Neher. Mais ce que je voudrais juste insister, c'est sur un point particulier de mon intervention, à savoir que Manitou, ici comme ailleurs, parle toujours de la mutation d'identité. Il veut nous montrer que tradition et modernité, ce n'est pas l'application d'une espèce d'identité Israël qu'on appliquerait comme telle directement dans le présent. Quelque chose qu'on pourrait un petit peu de manière mécanique, comme disait Bergson, prendre du mécanique et le mettre sur du vivant. Parce que, dirait Manitou, comme Bergson, ça peut au maximum nous faire rire, mais ce n'est pas ce qui va véritablement nous faire progresser. Et donc, dit Manitou, il faut savoir qu'il n'y a pas de possibilité de se ressourcer sans mutation d'identité. Mutation d'identité ne veut pas dire effacer complètement l'identité précédente, mais savoir récupérer dans cette identité ce qui provient d'un indifférencié bien avant, de ce qui était antérieur, de l'identité Israël. Savoir retrouver l'Israël qu'il y avait dans le juif, l'Israël qu'il y avait dans l'hébreu. Et c'est à ce moment-là qu'on peut créer un Israélien Israël et un nouvel hébreu Israël. C'est quand on sera véritablement capable d'éviter le ressourcement dans la caducité de l'histoire. Je voudrais juste vous montrer la fin du texte. Bon, évidemment, on ne va pas y arriver tout de suite, mais dans ce texte qui est un petit peu long, comme vous pouvez le remarquer, dans ce texte, Manitou termine en disant la chose suivante. Voilà. C'est là le problème du ressourcement dans la tradition, ligne 27, c'est le sujet dont on parle, c'est là le problème du ressourcement dans la tradition. Ce qu'il faut éviter, c'est les dernières lignes du texte, c'est d'aller vers l'archaïque aussi prestigieux soit-il, pour remonter à l'indifférencié le plus antérieur. Telle est la consigne pour notre temps. C'est-à-dire que, véritablement, s'il y a un héritage de Manitou, le voilà. La consigne pour notre temps, dit Manitou, c'est de savoir lier la tradition avec la modernité, mais comme il dit, se ressourcer dans la tradition, c'est éviter l'archaïsme et, au contraire, savoir reprendre ce qui fait véritablement la source, la valeur et l'essence même de cette tradition. Et c'est cela que le travail extrêmement compliqué que Manitou nous demande d'entreprendre, et comme il le dit lui-même, c'est la consigne pour notre temps. Je pourrais dire que c'est la consigne pour tous les temps. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si on veut éviter l'archaïsme, la caducité, et comme il le disait tout à l'heure, l'erreur de se retrouver face à une génération qui est déçue par la modernité, c'est-à-dire déçue par la possibilité de voir
le présent déboucher sur un futur. Voilà. Si vous avez des remarques ou des questions, bevakasha. Oui, Ravouziel, est-ce que dans le côté archaïque, il fait référence peut-être au milieu orthodoxe ou pas du tout? C'est pas impossible, mais comme vous allez le voir, il fait extrêmement attention de ne pas stigmatiser une partie du peuple d'Israël ou même globalement quelqu'un de particulier. Ce qu'il veut faire dans ce passage, dans ce texte, c'est montrer que le mouvement des engendrements, l'évolution des engendrements, et cela à juste titre, c'est tout à fait bien compris par M. Rothenberg, qui a appelé les livres, les traductions des cours de Manitou, Sefer HaToladot, parce qu'effectivement, comme il nous dit, la consigne pour notre temps, c'est savoir engendrer, c'est-à-dire savoir faire le passage entre la tradition et la modernité. Et donc, c'est tout à fait juste. Mais Manitou ne cherche pas à stigmatiser. Sur le monde haredi, il a quelquefois des critiques extrêmement fortes et extrêmement, j'aurais pu dire, violentes quelquefois, mais je ne pense pas qu'ils le disent de façon aussi explicite que votre question semble la soulever. Très bien, merci beaucoup Ravouziel. Vous pouvez maintenant, chers participants, ouvrir les micros et poser vos questions et réactions. Ravouziel, vous pouvez rallumer votre micro également. Oui, c'est j'ai rallumé. Vous avez un bon symbole, c'est le Streimel. Je crois que vous auriez dû illustrer votre cours par le Streimel. Vraiment, le Streimel en Israël. Oui, je crois que ça, effectivement, c'est quelque chose qui est un petit peu caduque, effectivement, qui est un peu désuet, c'est-à-dire, mais encore une fois, le fait de s'habiller de cette manière-là, bon, c'est vrai que c'est dépassé, c'est s'accrocher à quelque chose qui, effectivement, est archaïque. Mais d'un autre côté, je sais que mon beau-père m'avait dit qu'il avait, dans un musée qu'il avait vu je crois, à Moscou, il a dit que c'était comme ça qu'étaient habillés les nobles russes et les nobles polonais. Et donc, ça voudrait dire qu'en fait, chaque juif, le Shabbat, est comme un roi, est comme un noble. Bon, ça a quand même quelque chose de positif, ça aussi. Oui, Maurice. Oui, je voulais vous demander, merci d'abord pour le cours. La Teshuvah, c'est un retour aussi. On va rechercher, je pense que la Teshuvah, c'est un retour pour progresser. Tout à fait. La Teshuvah, c'est une autre manière de parler des engendrements. La Teshuvah, ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau communautaire ou au niveau national et leumi, mais de toutes les façons, ou même au niveau mondial, parce que le Manitou pense comme le Rav Kook que le mouvement de Teshuvah, c'est un mouvement au niveau de l'ensemble de la création qui revient au Créateur. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, on peut parler de la Teshuvah comme se ressourcer dans la tradition pour revenir au monde moderne. Et c'est dans ce sens-là que tout tzaddik doit être Baal Teshuvah. S'il n'est pas Baal Teshuvah, alors le tzaddik n'est pas un bon tzaddik. C'est ce que Manitou appelle un tzaddik gamour, c'est-à-dire un tzaddik qui n'a plus aucune évolution, et donc il n'engendre plus rien. Il est tzaddik tout seul, tzaddik pour lui-même. La Teshuvah, c'est le mouvement perpétuel. C'est un mouvement perpétuel, ça ne doit pas s'arrêter. Oui. Quand on arrête de faire teshuvah, c'est qu'on a perdu le sens de l'engendrement. Et je peux dire quelque chose? Absolument. Et je voudrais dire que tout le grand défi de la Midreshet Yehuda Manitou par rapport à l'enseignement de Manitou, je dis toujours, c'est de ne pas faire de manitouisme. Quand je dis ça, je veux dire exactement tout ce que vous avez dit dans votre cours. Parce que l'histoire a continué, voilà. Je suis d'accord, effectivement, que Manitou n'aurait pas été d'accord pour qu'on dise que tout s'arrête avec Manitou.
et qu'effectivement, ça doit continuer, il faut savoir puiser à l'identité de Manitou, enfin dans l'identité de Manitou et de l'enseignement de Manitou, ce qu'il faut pour engendrer de nouveaux Manitou, qu'il y en ait d'autres. Et effectivement, il n'y a rien de plus dangereux. Déjà à l'époque, mon beau-père qui était à Orsay me disait toujours, le véritable problème d'Orsay, ce n'était pas les élèves qui étaient là-bas, mais c'était la manitoulatrie. C'est-à-dire que les gens prenaient Manitou comme une truc, alors que Manitou lui-même disait sur lui-même, il ne faut pas de manitoulatrie. Il ne faut pas de manitoulatrie. C'était qui votre beau-père? Le professeur Goetschel, Roland Goetschel. Merci beaucoup, Toda Rabba. Oui, Merci encore une question. beaucoup. Toda Rabba. Koltouf, Toda Rabba. J'ai une question. Oui, Bakacha. Rav. Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un archaïsme? Est-ce qu'on peut dire que c'est un? Je n'ai pas bien compris le mot. Le christianisme, c'est un archaïsme. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Ah, vous À mon l'avez dit, avis, pardon, oui, excusez-moi. exactement. Je l'ai dit tout à l'heure qu'à mon avis, l'exemple de l'archaïsme, c'est le christianisme, en ce sens que maintenant, comme j'ai dit, l'archaïsme a représenté une évolution positive pour l'humanité, mais maintenant que l'Israël revient sur sa terre, c'est, Manitou le dit lui-même, aux chrétiens de choisir ce qu'ils veulent faire, ou bien redevenir juifs, ou bien arrêter le christianisme. Merci. Bevakasha. Toda Rabba Rav. À très bientôt. Koltouf. Toda Rabba.